Espace TV, le 22h. Léger retard à Kakoni, c'est à Gawal. Merci de rester fidèle à Espace TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les grandes pluies commencent à Conakry, les inondations et leur cortège de dégâts aussi, alors que le gouvernorat, les mairies et les partenaires s'activent pour faire face à l'insalubrité des constructions anarchiques de certains citoyens. Elles augmentent les risques même de mort. Fin du long feuilleton judiciaire entre la Guinée et le groupe BGR du milliardaire Benny Steimens. Le tribunal de Sir, 10 instances spécialisées dans le jugement d'un État avec un investisseur tranche en faveur de la Guinée. Il rejette tous les arguments de Benny Steimens au sujet du gisement de fer de Simandou. La une des médias, l'essentiel des sujets analysés, commentés par les sites d'information et les tabloïds nationaux. Ce sera en fin de journal avec Gibril Bar. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Le maire de Matoto annonce la création de la brigade de l'hygiène et de la salubrité par le gouvernorat de Conakry. Une annonce faite ce samedi lors de la première assemblée générale annuelle de la CONAG, Coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée. Il a été également question au cours de la rencontre de faire le bilan global des activités de l'année 2021, mais aussi amender les statuts et règlements intérieurs de la structure et le plan d'action provisoire. Les détails avec Alcéni Bari, Ibrahima Sori Kamara. C'est sa toute première assemblée générale depuis sa création en février 2021. Au cours de cette assemblée, les membres venus des différentes communes de la capitale ont tout d'abord dressé le bilan de l'année écoulée avant de faire la présentation des statuts et règlements intérieurs de la structure, mais aussi le plan d'action provisoire. Rendre propre la Guinée reste encore un véritable défi pour nous acteurs impliqués dans le secteur de l'assainissement. Certes, le chemin à parcourir est long, mais c'est en agissant de concert que nous parvenons à atteindre nos objectifs. Ces structures, comme la CONAG, les PME, existent, mais le défi de l'insalubrité demeure. Raison pour laquelle elles demandent l'implication de l'État et des partenaires pour enfin arriver à une bonne gestion des ordures. Une demande accueillie favorablement. Nous sommes en cours et nous les appuyons et nous continuerons à les appuyer. Ne vous en faites pas, nous restons ensemble et on ne ménagera aucun effort pour vous appuyer, vous PME et aussi la CONAG. Conscient des difficultés auxquelles se heurtent les PME, le maire de la commune de Matoto rassure de l'accompagnement des mairies, sans oublier que le gouvernorat a déjà entrepris la création de la brigade de l'hygiène et de salubrité. Au-delà, nous allons partir plus loin. Nous allons faire doter tous les ménages de Conakry de livrets de l'hygiène et de salubrité, plus les attestations. Il faut que les citoyens, d'où qu'ils soient dans son ménage, sachent ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire pour que son cadre de vie soit meilleur dans son foyer. Ces différents élus locaux sollicitent également que ces PME soient unis et responsables dans l'exécution de leurs actions sur le terrain. Un pont construit en 2010 par les autorités d'alors pour épargner les populations des cas d'inondation aurait été cassé et réduit par un citoyen qui s'est construit une maison sur les lieux. Son acte entraîne, il faut le préciser, des conséquences sur les autres citoyens riverains, en majorité très pauvres d'ailleurs. L'eau dans les concessions, les dégâts matériels sont légion à chaque pluie sur Conakry. Les faits se passent au quartier Amdalaï CBG dans la commune de Ratoma. Reportage Justin Leno, Ibrahima Sori Kamara. Sur ces images, des eaux de ruissellement en quantité débordante, destination des maisons d'habitation comme à la tombée de chaque pluie. Ici au quartier Hamdalaï CBG, c'est le début d'une longue souffrance pour les riverains pauvres qui devraient encore durer toute la saison des pluies.
La pluie a entraîné les eaux de ruissellement jusque dans le quartier. C'est ce pont qui serait responsable de ces inondations aux conséquences parfois meurtrières au dire de cette victime. Pourtant, en 2010, les autorités d'alors l'avaient construit pour épargner les populations environnantes des cas d'inondation. Sous le régime déchu, le pont a été réduit par un citoyen qui s'est fait une maison sur les lieux. On ne peut même pas se mouvoir dans la cour. À chaque fois que les victimes s'indignent, l'intervention du conseil du quartier n'aboutit à rien. La victime explique que X a pris l'habitude de corrompre les autorités en contrepartie de sa quiétude dès que le sujet fait écho dans la presse. Tous ceux qui viennent observer pour trouver une solution sont souvent corrompus. On ne peut même plus continuer de cette façon. Cette fois-ci, un citoyen du même quartier touché par les conséquences s'est porté volontaire en louant une machine qui travaille quotidiennement sur les lieux. Sa mission, curer les caniveaux remplis d'immondices entraînés par les eaux qui ne peuvent plus traverser le pont détruit. Je vous le disais au sommaire, la Guinée vient de gagner dans l'affaire qui l'oppose à Béger. Le tribunal de Sirdi, instance spécialisée dans le jugement d'un État avec un investisseur, a donc rejeté tous les arguments de Benny Stemens au sujet du gisement de fer de Simandou. Ce verdict est l'épilogue d'un long feuilleton judiciaire qui finalement a réconforté l'État guinéen dans sa position. Djibril Bak, commentaire. Ce fut un long feuilleton judiciaire qui a duré plus d'une décennie. Les prétentions de BSGR qui alléguaient que l'État avait exproprié ses droits miniers sur le bloc 1 et 2 de Simandou et le jugement adjacent sur Zogota ont été rejetés par le tribunal de Sirdi. Le 18 mai 2022 a été un jour historique pour l'État guinéen car le juge du tribunal s'est rendu compte que l'homme d'affaires israélien a mis en place un vaste schéma de corruption entre 2006 et 2010. Le tribunal a aussi étalé des contrats de corruption, des preuves de versement de millions de dollars à divers intermédiaires ainsi que des enregistrements audio et vidéo des principaux impliqués dans cette entreprise. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire de Simandou, chaîne de collines qui recèle le plus grand gisement de fer africain encore inexploité à 800 km à l'est de Conakry. C'est sans doute l'une des décisions les plus importantes que la Guinée a obtenues. Cela prouve la détermination des autorités à lutter contre toute forme de corruption dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles du pays. Sa détermination aussi justifiée par la mise en place d'une cour de répression des infractions économiques et financières. Victorieuse, oui, la Guinée peut s'enorgueillir contre Benny Stemens Group Resources, qui a aussi des ennuis judiciaires contre Vale, une société brésilienne. Devant le tribunal londonien, l'homme d'affaires israélien est sommé de verser 1,25 milliard de dollars au Brésilien Vale. BSGR en appelle à la justice américaine. Alors que depuis plus de 7 ans, ces deux sociétés avaient créé une joint venture pour exploiter le jugement de Simandou, dont Benny avait obtenu la concession de l'exploitation de 2 blocs sur 4 fin 2008, peu avant le décès de l'ancien président Lansana Conté. Autre registre de l'actualité, des ONG de défense des droits humains montent au créneau pour dénoncer le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans le traitement des violences faites aux femmes. Elles sont soutenues par ailleurs par des victimes dont l'époux de la femme violée puis poignardé par le fils de son bailleur qui se dit doublement blessé dans son âme. Mamadou Sadio Baldé revient pour plus de détails. Boubacar Bari est un homme en colère. Il est au bord de la rupture. C'est sa femme qui avait subi un viol puis poignardé alors qu'elle était enceinte le 16 mars dernier. À ses yeux, il subit 2 types de crimes. Le viol et l'arme blanche contre sa femme et son enfant, mais surtout la clinique qui, selon lui, a achevé sa famille. Il l'observe et la déchiquette. Il y a une opération, il y a le fait de déchiqueter la personne. Une femme qui a perdu 3 litres de sang subit une opération générale. La justice trouve moyen de les libérer. On nous a dit d'attendre. Nous attendons. Celui qui a violé et poignardé, qu'est-ce qu'on lui réserve? Ceux qui ont déchiqueté ma femme, c'est quoi leur sort? Qu'est-ce qu'on va nous dire?
Ces ONG n'accusent certes pas la justice d'être complice des viols, mais elle aurait pu au moins infliger des peines prévues par les textes de loi pour protéger la population sending. On a eu un drame qui est un cas emblématique et il est inconcevable qu'il y ait eu encore un autre drame de ce même type et que la justice ait purement et simplement relaxé ces médecins sans qu'il n'y ait aucune peine complémentaire de fermeture de leur clinique, de suspension de leur activité professionnelle. Les viols se passent au quotidien dans le pays et les statistiques publiées sont loin d'être exhaustives. Les statistiques cumulées font 1000 cas, ne serait-ce uniquement pour l'année 2021. Comment obtenir la justice pour les victimes? Comment avoir une société sensible aux agressions sexuelles? Au-delà des sensibilisations, une justice sévère devrait dissuader les auteurs. Tant que les gens ne sont pas dénoncés, ils ne sont pas jugés et condamnés, c'est le jugement et la condamnation sévère qui dissuadent les autres. Ces ONG ont cité plusieurs cas où les tribunaux se sont montrés cléments vis-à-vis des auteurs de viols. Une poursuite contre l'État n'est pas exclue, disent-elles. Comme il fallait s'y attendre, après une semaine mouvementée, les professionnels de la pharmacie réagissent aux poursuites engagées contre les distributeurs non agréés de médicaments. Du syndicat à l'inspection générale de la santé en passant par la direction nationale de médicaments et l'ordre national des pharmaciens de Guinée, tous vent debout contre la manipulation des produits pharmaceutiques par les non-professionnels de la santé. La rencontre a eu lieu au Palais du Peuple de Guinée en présence de Mamoudou Bouléré Diallo et Aliouba, nos reporters. Le produit pharmaceutique est un poison s'il est manipulé par les non-professionnels. Il peut entraîner la mort, déclarent les pharmaciens. De ce fait, il faut combattre l'intrusion des non-professionnels pour soigner le secteur de la pharmacie en Guinée. Depuis 37 ans, on sensibilise. Maintenant, c'est la répression. C'est la répression et c'est sans pitié. C'est sans pitié parce que, c'est la vie des hommes. C'est l'honneur même de la Guinée à l'international. Visiblement, la détermination est collective et les acteurs promettent la disparition de Madina dans le circuit de vente des produits pharmaceutiques. Tous ceux qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de pharmacien n'ont pas le droit d'exercer la profession de pharmacie. Tous ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre des pharmaciens ne doivent pas faire de dispensation. Le médicament doit être protégé, le secteur du médicament doit être protégé pour la santé de nos populations. Du côté des autorités, la lutte vise à offrir un meilleur soin aux Guinéens. Le directeur national de la pharmacie et du médicament regrette que beaucoup de pharmaciens ont cessé de l'être à cause de leur agissement. Notre pays est devenu un dépotoir de faux médicaments, de telle sorte que certains pays de la sous-région ne cessent de se plaindre du nôtre lors des rencontres internationales. Ceci, à notre avis, est inadmissible pour un pays qui a eu l'une des plus anciennes facultés de pharmacie du continent. Cependant, les importateurs non agréés déclarent qu'ils fournissent des médicaments aux dits professionnels. Une accusation réfutée en bloc par la présidente de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Cette assemblée générale extraordinaire tablera en détail sur la problématique du secteur pharmaceutique en Guinée, selon les organisateurs. Direction à présent dans le Sombori, l'assainissement du fichier de la fonction publique se poursuit. Les travaux viennent de démarrer à Fria. Les fonctionnaires sont massivement mobilisés pour la cause. Les opérations se déroulent dans l'enceinte de la commune urbaine. Le compte-rendu est signé Mamadou Kalisso, Djibril Kabak Kamara. Le fichier de la fonction publique est bourré de fictifs et de déserteurs. Du coup, l'État a du mal à cerner l'effectif réel des fonctionnaires. De façon progressive, le toilettage déclenché se poursuit sur le terrain, en collaboration avec les responsables locaux. La fiche est conçue de sorte que si l'agent signe, son responsable direct signe, appose sa signature et son cachet sur la fiche. Donc cela veut dire qu'il est engagé entièrement. Donc si par après, on trouve que l'agent là c'est un fautif, c'est le responsable qui endosse d'abord les pots cassés. Le contrôle a commencé par les administrateurs territoriaux, ensuite le secteur de l'éducation qui concerne 645 enseignants dont 328 femmes. Tout se passe sous l'œil vigilant de la directrice préfectorale de l'éducation. Qui est là? Qui fait quoi? Tu ne fais rien, tu ne passeras pas ici. Tu ne passeras pas. Parce
que c'est le travail qui est payé, non le travailleur. Le travail qui est payé. Nous sommes là pour ça. Tu n'es pas concerné, tu ne seras pas recensé. Je ne te connais pas, tu ne seras pas recensé. Ici à Fria. Les fonctionnaires se sont massivement mobilisés avec toutes les pièces nécessaires pour passer le contrôle. Depuis que moi je suis arrivée, je suis assise ici d'abord. On attend, on dit que c'est par ordre qu'on va appeler. On attend notre tour. Quand on va nous appeler, on va partir. On espère en tout cas qu'on a tous les dossiers au complet. Le contrôle, ce n'est pas facile, mais ce que l'État a organisé, c'est très bon. Il faut que le contrôle soit sûr et véridique aussi. Parce que pour qu'on finisse maintenant avec tout ce qui se passe, l'affaire de Fiti et tant d'autres là. Cette mission régionale avait déjà sillonné Koundara, Gawal, Boké et Boufa. Depuis le début des opérations de toilettage, des milliers de fonctionnaires fictifs ont été radiés, selon le ministère de la fonction publique. Les chefs-lieux des 4 régions naturelles ont été retenus par le président de la transition pour abriter les activités du gouvernement pendant un mois. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres jeudi dernier. Et dans la cité, cette décision ne fait pas l'unanimité chez les citoyens interrogés par nos reporters Guénab Bangoura et Abdoulaye Kamara. C'est une première dans l'histoire guinéenne que le gouvernement délocalise ses activités vers l'intérieur du pays. Une initiative diversement saluée par les citoyens. Pour certains, cette innovation pourrait permettre aux dirigeants de connaître les problèmes auxquels sont confrontées les populations. Il y a des avantages. Vous savez, c'est quand même extraordinaire dans ce pays. On a toujours l'impression, on interprète toujours de façon biscornue certaines décisions pourtant qui vont dans le bon sens. Vous vous souviendrez que le professeur Alpha Condé avait initié la délocalisation des fêtes nationales à l'intérieur. Ça a été une très bonne initiative avec des effets collatéraux sur le plan de développement local. La population a adhéré et je crois que l'exécutif a pris une très bonne initiative. Il faut continuer dans ce sens-là, c'est très important. Ça relève de l'intérêt national. S'ils ne partent pas à l'intérieur, alors que la plupart viennent des régions, c'est comme s'ils se montraient au-dessus des siens. Faire un retour à sa région d'origine, s'entretenir avec la population au sujet de son pays, ce n'est pas honteux pour eux. Il n'y a aucun problème. L'erreur serait de partir pour les manipuler que de discuter d'égal à égal avec eux. Par contre, ces citoyens pensent que le moment est inopportun. Le gouvernement devrait plutôt aller à la table de négociation. Ce n'est pas le moment de localiser les activités vers l'intérieur parce que aujourd'hui on a vécu un moment très difficile. Les activités débuteront dans la région de Zérekoré, ensuite Kanka, Labé et Kindia pour une durée d'1 semaine par ville. Des conseils de ministres à l'intérieur du pays, l'initiative laisse libre cours aux appréciations. C'est le cas en Zérekoré où les citoyens accueillent favorablement cette démarche des autorités de la transition. Mais ce n'est pas tout. Ils demandent à la même occasion l'amélioration de certains secteurs dans la région. D'autres, par contre, ne trouvent aucun intérêt à la tenue d'un conseil de ministres dans l'arrière-pays. Moïse Bichien-Lama, notre correspondant de la région, suivait. La ville de Zérekoré est une ville cosmopolite où les avis sont souvent divergents sur certaines questions sociales et politiques. Pour la tenue, par exemple, du Conseil des ministres dans la localité, c'est une première qui réjouit certains citoyens. C'est une réelle satisfaction pour moi que ces ministres débarquent à Zérekoré pour voir réellement de quoi souffrent les populations à la base. Vraiment, nous sommes très fiers pour cette première fois parce que ça, c'est une considération pour la forêt parce que depuis, moi, je me suis connu ici en Guinée forestière. Ça, ne s'est jamais produit ici. Quel bénéfice pour la région en abritant de tels événements? Chacun y va de son commentaire. Il y a également la rénovation des infrastructures scolaires dans les centres villes ici, dans les sous-préfectures et voire même dans les grandes agglomérations où les besoins se posent. Et de penser à la prise en charge des enseignants communautaires.
Zorota est là, les Monimba, Rio Tinto. Ils vont essayer de voir pour que vraiment la jeunesse forestière essaye de trouver quoi faire. Contrairement à ceux qui s'expriment, un optimiste. D'autres, par contre, y voient aucun intérêt. Je vois aujourd'hui, c'est un événement NIR simple parce que je ne voyais pas le déploiement ici et je ne comprends pas. Parce qu'on est dans les traditions, les cas exceptionnels. Ce n'est pas le bon moment de descendre, de nous dire, ou bien ils ont fini de faire du mal avec les gens, ils vont venir pardonner les gens, on ne sait pas d'abord. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui? Une tournée qui coïncide avec les opérations de récupération des domaines de l'État à travers le pays et fait assez de mécontentement. Je disais le Corée, on arrive à Kindia. Aujourd'hui, il faut accompagner le chef de l'État de deux manières. D'abord, il faut apprécier ce qu'il est en train de poser comme acte. Ensuite, le conseiller pour ce qui n'est pas bon pour le pays. Ce sont là des propos des acteurs de la société civile de Kindia qui ont animé une conférence de presse ce samedi. Ils invitent par ailleurs les citoyens à créer des conditions favorables en vue d'une transition apaisée et réussie en Guinée. Aboubakar, Kevin Silla, Djibril Kamara. Pour une transition apaisée et réussie en Guinée, les acteurs de la société civile sont aujourd'hui d'accord qu'il faut mettre un accent particulier sur la sensibilisation des citoyens. Nous sommes dans une transition militaire. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Ce que nous pouvons apporter, c'est de faire tout pour que cette transition-là réussisse et qu'elle se fasse dans une situation d'accalmie et de quiétude sociale. Des représentants des organisations non gouvernementales, des partis politiques, des leaders religieux, des organisations de jeunesse ont tous pris part ce samedi à cette conférence de sensibilisation pour une transition apaisée et réussie en Guinée. Mbalou Fatoumata Savané est activiste de la société civile. Au sortir de cette conférence, elle a compris le rôle qu'elle doit désormais jouer. Notre rôle ici, comme le conférencier avait bien dit, c'est de sensibiliser les jeunes dans le quartier pour une transition apaisée. Pour rappel, depuis le 5 septembre dernier en Guinée, un changement de régime est intervenu. Et depuis cette date, le pays est dirigé par la junte militaire au pouvoir. Pour cet homme, aujourd'hui, tout le monde doit se battre pour la réussite de cette transition en cours dans le pays. Ce n'est pas dans l'intérêt de personne en République de Guinée que cette transition soit échouée. Nous allons l'accompagner. L'initiative aujourd'hui, c'est continuer à sensibiliser la population de Kindia. Le peuple qui dirige n'est pas naïf. À l'endroit du chef de l'État, cet acteur de la société civile de Kindia avertit en lui disant ceci. Que ce peuple-là, il n'est pas naïf. Il a été longtemps manipulé. Mais ce qui peut aller à l'encontre de tout cela, c'est ne pas avoir un agenda caché et aller dans la bonne direction pour que les choses puissent se passer normalement. Sinon, dans le cas contraire, ce n'est pas bien. Et quand vous échouez, le peuple est devant vous et l'histoire va vous juger. Au terme de cette conférence de sensibilisation pour une transition apaisée et réussie, les participants ont tous compris que l'heure n'est plus au désordre aujourd'hui. Il faut donc sensibiliser les autres concitoyens pour favoriser un climat de paix dans le pays. Demba, l'étoile filante du Bembeya Jazz National, c'est l'intitulé d'un livre consacré au chantre de l'orchestre mythique guinéen Bembeya Jazz. L'auteur Yamoussa Sidibé, journaliste, présentateur et ancien directeur général de la RTG, retrace entre autres l'histoire de cette légende décédée à la fleur de l'âge. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce samedi à Conakry. Elle a mobilisé plusieurs personnalités du pays. Plus de précisions avec Aminata Massiré Bangoura et Ibrahima Sori Souma. Demba, l'étoile filante du Bembeya Jazz. Voici le nom du roman écrit par Yamoussa Sidibé, journaliste présentateur. À travers ce livre de 136 pages, l'auteur retrace la vie, le parcours artistique et la disparition tragique de Aboubakar Demba Kamara. Arrivé à Dakar pour un concert, mais que les mélomanes ne verront malheureusement pas se produire sur scène. Pour l'auteur, les efforts de cette icône méritent d'être valorisés. Demba, c'est un homme de culture. Demba, c'est quelqu'un qui a permis à la Guinée d'exister ailleurs. Donc il était tout à fait normal que ma réflexion aille vers cet homme-là, pour lui rendre hommage. Les différents chapitres du livre ressemblent aux séquences essentielles de la vie du grand chanteur. Ceux qui ont appuyé la rédaction de ce livre se disent également satisfaits du contenu. Et j'ai lu le livre et j'en étais très
intellectuellement et personnellement satisfait. Parce que c'est un livre au carrefour de deux destins, celui de l'orchestre et celui de Demba, qui est entre la vérité et l'imagination. Demba, l'étoile filante du Bembeya Jazz, valorise le talent d'une légende, mais aussi la culture guinéenne. Je suis venu d'abord pour soutenir la culture, pas par amitié seulement à Yamoussa, mais par reconnaissance au travail qu'il fait, mais l'homme aussi qu'il a célébré. Abouakar Demba n'est pas pour moi une étoile, c'est le soleil de la culture guinéenne. Né en 1965, Yamoussa Sidibé est désormais auteur de 6 ouvrages, notamment La parole en pleurs, Les balafres du pouvoir ou encore Capitaine Moussa Dadis Camara, une parenthèse guinéenne. Au cours de cette cérémonie de dédicace, les participants n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Yamoussa Sidibé, auteur du livre Demba, l'étoile filante du Bembeya Jazz national. Et ils ont également exprimé leur satisfaction sur le choix de cette légende. Et ils sont au micro de Aminata Massiré Bangoura et Ibrahima Sori Sengsouma. Célébrer les anciennes gloires, les légendes qui ont fondé l'histoire de ce pays est une mission sacrée. Merci d'avoir joué un rôle, Monsieur Yamoussa Sidibé, je vous en félicite. Le livre de Yamoussa est un livre important qui glorifie un des nôtres, un de ces héros de cette époque-là. Et je voudrais donc inviter les autres écrivains qui sont là à faire de même pour les autres qui sont encore vivants. J'ai devant moi Sékou Le Gros, j'ai Sékou Bembeya, un des plus grands guitaristes de toute l'Afrique. Il ne faut pas les laisser mourir avant de les glorifier. Yamoussa nous replonge dans l'univers de Beila. Merci Yamoussa. Merci de rappeler au monde qu'il y a une ville en Guinée qui s'appelle Beila et où Demba a commencé son aventure. Nous essayons nous-mêmes de restituer notre petite histoire, mais c'est compliqué. Compliqué d'écrire. C'est pourquoi nous tirons le chapeau à tous les écrivains, à tous ceux qui sont inspirés d'écrire maintenant. La finale du tournoi interclasse doté du trophée Moussa Campos Souma s'est jouée ce vendredi au quartier Yimbaya Solo Primo dans la commune de Matoto. Elle a été organisée par le groupe scolaire Hadja Foulimatou Camara. Pour l'organisateur, c'est une façon d'encourager le travail du journaliste sportif Moussa Campos Souma. On suit tout cela avec Justin Leno et Abdoulaye Camara. Sur un terrain peu commode au quartier Yimbaya Solo Primo, 2 équipes s'affrontent à la finale du tournoi interclasse organisé par le groupe scolaire Hadja Foulimatou Camara. Moussa Campos Souma, directeur général de la radio Espace Kindia du groupe Adafo Media, donne le coup d'envoi. Après le match, l'une des 2 équipes compétitrices sort vainqueur. Le trophée est doté Moussa Campos Souma. Je ne suis pas surpris de la réussite de cette finale, dans la mesure où l'homonyme lui-même est un porte-bonheur, qui est Moussa Campos Souma, pour ceux qui le connaissent. Et cette information est donnée pour ceux qui ne connaissent pas l'homme. Et le fondateur que je suis, et qui a toujours œuvré dans le sens de l'organisation des activités juvéniles, cela veut dire que c'est la combinaison de deux jeunes positifs, Moussa Campos Camara et ma personne, Lucien Camara. Campos est un bon journaliste sportif, ajoute le fondateur de l'établissement HAFOC, d'où les raisons de lui attribuer le nom du trophée. Le concerné, lui, explique qu'il ignorait que son travail était suivi jusqu'au point de lui faire des éloges. Il s'est dit dépasser des joies et promet de redoubler d'efforts. Campos n'est pas le seul journaliste. Si le choix est tombé sur ma modeste personne, ça veut dire que ce que nous faisons comme travail est récompensé. Franchement, je suis sans mots. Je remercie l'équipe qui a remporté ce tournoi interclasse et aussi l'équipe perdante. C'est l'école qui a gagné, c'est la jeunesse guinéenne. Merci à cette école une fois encore d'avoir porté le nom à ma modeste personne.
Ce tournoi interclasse n'est pas à sa première édition, selon le fondateur du groupe scolaire Hadja Foulimatou Kamara. Et c'est la deuxième édition. On a commencé la première année avec Corona. On n'a pas pu organiser les 2 années passées. Et l'école quand même est à sa 4e année. Le groupe scolaire Hadja Foulimatou Kamara, organisateur de cette activité sportive, porte le nom de la maman de KPC, PDG du groupe Kiko Press. Qu'est-ce qui a vraiment fait la une des tabloïds et des sites d'information de notre pays cette semaine? On reçoit sur ce plateau et c'est juste après cette virgule. La une des médias, c'est maintenant avec notre spécialiste de ces questions. C'est bien Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir David. Alors, vous nous dites que cette semaine, c'était à la une, le G58, le RPG Arc-en-Ciel et Alliés mettent en place une commission pour manifester. Bien sûr, c'est cela. Et vous faites bien de le souligner. Alors, Mosaïque a expliqué cette semaine que le G58, effectivement, avec le RPG Arc-en-Ciel, ont alerté le CNRD sur le danger de ce qu'il appelle une fuite en avant et puis la nécessité de favoriser un dialogue inclusif. Et en même temps, ils ont lancé un appel aux Guinéens pour consolider les acquis démocratiques et puis favoriser un retour à l'ordre constitutionnel. Et ce que je voudrais ajouter par rapport à cette actualité, c'est que le G58 et le RPG Arc-en-Ciel ont essayé de mettre en place une commission technique pour les éventuelles manifestations pacifiques. Et toujours avec Mosaïque, Bogola Haba est parti aux échanges au fleuret, peu moucheté, c'est-à-dire il a essayé d'inviter ses anciens acolytes de revoir leur stratégie, leur position, et puis accepter le délai de 36 mois entériné par le CNT. En tout cas, Gawal s'est exprimé dans ce sens pour dire que la transition, oui, va démarrer avec les étapes clés qui ont été données. La transition va durer et puis et si ça continue comme ça, et voilà, on sera toujours à la case de départ. Ouais. Alors, il faut permettre à la transition de bien démarrer, comme il a dit. Kassi Brou met les pieds dans le plat, c'est la une, une des titres, un des titres, je vais dire, de l'hebdomadaire L'Indépendant. Oui, c'est cela. Et, comme vous l'avez dit, c'est l'un des titres qui a intéressé les sites et des journaux cette semaine. Alors, L'Indépendant a rapporté que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, n'a pas approuvé le délai de 36 mois. Il a souhaité derrière à ce que l'élection qui sera organisée par le CNRD, il faudrait que cette élection soit crédible. Mais il a affirmé dans les colonnes du tabloïd qu'une transition n'a pas de légitimité pour faire des réformes qui doivent être faites par un gouvernement issu du peuple. Et ceci dit, le président de l'UDRG, Baouri, il s'est exprimé entre les lignes du site d'information Africa-Guinée pour dire que le président de la commission, Jean-Claude Kassi Brou, doit en tout cas s'exprimer avec modestie et puis avec tempérance parce qu'il est à la fin de sa gestion. En même temps, Baouri a ajouté que si la CEDEAO avait bien joué son rôle, la Guinée aurait pu faire l'économie de cette transition, David. Alors, il faut déjà dire que dans une courte vidéo sur sa page, Kassi Brou a apporté quelques précisions pour dire que son message n'était pas que pour la Guinée, mais c'était destiné, entre autres, au Burkina, au Mali, mais aussi en Guinée, les 3 pays en transition. Alors, l'autre question, brouille entre le colonel Doumbouya et des membres du gouvernement lors du Conseil des ministres, a écrit l'Inquisiteur. Oui, le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net a révélé cette information et selon notre confrère, le colonel Doumbouya, le chef de la transition, était dans tous ses états. Il était vraiment fâché contre certains membres du gouvernement. Il a qualifié le comportement de certains membres du gouvernement de traîtrise et de malhonnêteté. Voilà, de traîtrise et de malhonnêteté. Donc, il a dit que ce type de comportement porte un coup sérieux
à la crédibilité et à l'image du CNRD. Alors, il faut déjà dire que sur le même site inquisiteur, d'être précision, c'est que tout partirait d'un groupe de ministres qui prendrait de l'argent avec un opérateur économique concernant les opérations de casse en cours. À lire sur Inquisiteur cette information. Et pour terminer avec vous, Djibril Ba, après leur grève, les bouchers se retrouvent en syndicat, a fait aussi la une des médias cette semaine. Oui, certainement, David. Vous savez, ces derniers jours, on va dire même une semaine, hein, c'est bouché. Ils avaient arrêté tout. Donc, ils ne voulaient rien savoir parce qu'ils subissaient, selon eux, une tracasserie et puis des menaces. Et finalement, il y a eu un communiqué avant-hier, leur concédant, en acceptant en tout cas leur point de revendication. Et il y a un qui se confie entre les lignes du site d'information, le lynx.net. Il dit « Je pense qu'à travers le syndicat, nous allons nous unir, travailler ensemble pour défendre nos intérêts partout où ils seront menacés. Désormais, nous ferons tous face à nos problèmes afin d'avancer harmonieusement sans bruit. » Et il a conclu pour dire « Tout se fera désormais avec les bouchers, pour les bouchers. » Donc voilà des mots qu'on a retrouvés sur la page du site d'information, le lynx.net. Djibril Ba, merci. Merci David. Merci également à vous qui nous regardez à Labé, à Mamou, mais aussi à Farana. Merci de votre attention. Merci à Lamine Sidibé qui nous a conduit à la régie. Merci également à Almami Kouyaté du côté du montage, à toute l'équipe de la rédaction de Espace TV. Au revoir.